Donc oui, je vais vous parler des absorptions et compressions de l'hydrogène sur des matériaux carbonés, dont l'hydrogène qui est à la mode dernièrement. Donc, mais il faut savoir que pour avoir une économie de l'hydrogène, il va falloir produire cet hydrogène et maintenant ça se fait par reformage des hydrocarbures, par gasification de la biomasse ou encore par des digestions anaérobiques. Les comprimés, actuellement ça se fait par des compresseurs mécaniques et puis les distribuer et les stocker avant les distribuer dans les voitures. Une autre façon, ça serait de produire de l'énergie avec des énergies renouvelables, faire l'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène, les comprimer avec des compresseurs non mécaniques jusqu'à la distribution dans la voiture. Donc, vous avez compris qu'il y a pas mal de choses à faire avant qu'on puisse les voitures électriques soient une vraie alternative aux voitures qui existent actuellement. Il faut savoir que pour qu'une voiture puisse circuler pendant 500 km, il faut 5 kg d'hydrogène et ça, à la pression atmosphérique, c'est 50 000 litres. En essence, ça fait seulement 6 litres et si on comprime jusqu'à 70 mégapascales, c'est-à-dire 700 bars, on aura besoin d'un volume de 120 litres. Donc, le problème, c'est effectivement les volumes pour stocker cette quantité d'hydrogène. Et donc, il y a plusieurs solutions pour augmenter la densité de l'hydrogène. La première, c'est la compression. La technologie existe et ils ont développé des réservoirs en polymère qui sont disponibles en France. Une autre solution pourrait être la liquéfaction, mais les températures, à des températures de 20 Kelvin, donc vraiment prohibitives. D'autres solutions sont le stockage sur des matériaux, soit par des réactions chimiques, par exemple dans les hydrures métalliques, soit par absorption physique plus ou moins polarisée, comme dans les mauves et dans les matériaux carbonés. Ça a été justement le sujet de mon projet pour entrer au CNRS. Je suis entrée en 2006. Depuis ce moment-là, j'ai fait soutenir six thèses sur ce sujet. Donc, l'absorption d'hydrogène sur les charbons se produit via des interactions faibles, des interactions de Van der Waals. Donc, les enthalpies d'absorption sont entre 4 et 6 kJ par mol. C'est de l'absorption moléculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation. Et ces forces d'absorption sont plus fortes dans les ultramicropores. Pourquoi? Parce que là, on a la superposition des potentiels d'absorption et au fur et à mesure qu'on augmente les diamètres des pores, ces absorptions elles vont être plus faibles. Donc, lorsqu'on a de l'hydrogène, il va aller préférentiellement sur les ultramicropores et sur les micropores. Les avantages, c'est qu'on va avoir une réversibilité complète avec les cinétiques d'absorption et d'absorption. Elles vont être très rapides. Il sera nécessaire d'avoir des matériaux avec une très haute surface spécifique et une distribution de taille des pores adéquate. Donc, la surface des charbons natifs est limitée par la nature du carbone. Et donc, si on a un cube de 1 cm de côté, on sait la séparation interplanaire, une masse volumique de 2,267 grammes par centimètre cube. Donc, ça veut dire que dans 100 cm3 de graphite, on a 2,260 grammes et que si on divise la longueur par l'auteur, par la distance interplanaire, on a ce nombre de plans. Et si on tient compte de la surface 1 cm² et qu'il y a deux côtés, on a cette surface dans 100 grammes. Donc, lorsqu'on divise par la masse volumique, on a la surface maximale de 2630 m² par gramme. Et donc, lorsqu'on tient compte de la surface occupée par une molécule d'hydrogène, la capacité maximale est de 6,6% en poids. Donc, l'hydrogène, il peut être absorbé sur différents matériaux carbonés. Il y a eu beaucoup de recherches sur les nanotubes de carbone qui, au début, il y a 20 ans, il y avait donné de très bons résultats. Après, on a vu que il y avait eu des problèmes expérimentaux. Dans un récent article de review qu'on a fait,
Donc, on a pu montrer que la capacité de stockage d'hydrogène en 77 dépend linéairement de la surface. Ça a une atmosphère ou à des pressions entre 10 et 40 atmosphères. Et que les capacités maximales sont trouvées avec les charbons natifs. Donc, il n'y a pas une photo plus similaire à une autre que celle d'un charbon natif. Si je vous présente des charbons natifs de 1000 et de 3000 m², vous ne trouverez pas de différence. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre les photos des étudiants et des chercheurs qui ont participé à ces recherches. Et donc, en 2010, on avait déjà montré ces capacités maximales des charbons avec des anthracites qui avaient été activés avec de l'hydroxyde de potassium. Et les résultats avaient été validés par 2 laboratoires. Et cette capacité maximale, on peut les trouver à partir des anthracites ou à partir de n'importe quel autre précurseur de carbone. Ici, par exemple, on avait utilisé des charbons bitumineux et subbitumineux. Avec la thèse de Weigang-Sao, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il n'est pas seulement la surface spécifique qui est importante, c'est aussi la distribution de taille des pores. Et pour cela, on avait comparé notre charbon, c'est les carrés, les AC1, au charbon de référence de Kansai, les Maxor 3. Et donc, on avait obtenu la capacité maximale de stockage de 6,6. Donc, malgré le fait que l'herbe elle était plus petite pour notre charbon. Ce qu'on a pu observer aussi, c'est que si les forces d'absorption plus importantes, c'est pour les pores inférieurs à 0,7 nanomètres, puisqu'on ne peut pas seulement faire des pores de 0,7 nanomètres, les pores qui sont plus larges sont les responsables des capacités de stockage supérieures à 3%. Dans la thèse de Sébastien Schaeffer, on a utilisé des charbons qu'on a dopés avec des particules de nickel pour étudier l'absorption de l'hydrogène à la température ambiante. Donc, on a dopé des charbons jusqu'à 32% en nickel et les surfaces ont été fortement réduites de 2000 à 1000 m². Et avec la surface, ça a été réduit aussi la capacité de stockage d'hydrogène. Maintenant, lorsqu'on divise la capacité de stockage d'hydrogène par la surface spécifique, là, on voit un effet. Mais jusqu'à des pressions qui ne sont pas très grandes, jusqu'à des pressions de 20 atmosphères. Donc, la surface, elle va contrôler toujours la capacité de stockage d'hydrogène. On a préparé aussi des charbons actifs à partir des pailles de riz. Donc, même après lavage, il y a une quantité importante de silice. Et cette silice-là, il va polariser l'absorption. Il va faire que pour la même taille moyenne des pores, on a des capacités de stockage supérieures pour les charbons produits à partir des riz. Et lorsqu'on a déterminé la chaleur isostérique d'absorption, donc ici, vous avez les valeurs prédites théoriquement par le cylindre et les vents, les chaleurs isostériques qu'on avait déterminées pour des charbons produits à partir des sucres et les charbons qu'on a produits à partir des riz. Vous voyez ici, lorsqu'on commence l'absorption, on a des chaleurs d'absorption autour de 11 kJ par mol et on a des chaleurs d'absorption moyennes autour de 8 kJ par mol. Dans une thèse qu'on a fait en co-tutelle avec la Tunisie, l'étudiante, après une période en France, elle est revenue à notre laboratoire avec des charbons qu'elle avait fait en Tunisie et qu'elle n'avait pas lavé comme nous, on le faisait. Donc, premièrement, nous, on lave avec de l'acide chlorhydrique pour éliminer tous les carbonates. Donc, comme il ne savait pas laver comme ça, il avait utilisé seulement de l'eau, on se trouvait avec des matériaux dans lesquels il y avait de fortes quantités de cendres. C'est pour ça qu'on les appelait hybrides de carbone. Néanmoins,
ce charbon, c'était intéressant parce que lorsqu'on augmentait la teneur en oxygène, on voyait qu'il y avait une augmentation de la capacité de stockage d'hydrogène, ce qui était différent au charbon produit à partir des sucres. Ce qui se passe, c'est que pour ce charbon-là, on a un diamètre de pore moyen qui est plus ou moins constant, ce qui n'arrive pas avec les charbons de sucre. Lorsqu'on augmente la quantité d'oxygène, on augmente aussi le diamètre moyen des pores et donc la capacité de stockage d'hydrogène diminue. Donc, avec une analyse statistique assez poussée, on a montré que le plus important, c'est la surface spécifique, puis la taille moyenne des pores et finalement la chimie des surfaces. Et puisque la surface elle est tellement importante, on a besoin de bien la déterminer. Donc, il y a une loi purement heuristique qui dit qu'à partir de, quand on utilise des matériaux carbonés, on augmente la capacité de stockage de 1% pour chaque 500 mètres carrés par gramme à 77 Kelvin. D'accord. Donc, on a pris quelques charbons commerciaux, donc 6, et on a représenté la capacité de stockage en fonction de l'RBT, comme il dit la loi de Shine. Et vous voyez que les coefficients de détermination, il n'est pas très bon, surtout à des basses surfaces et à des hautes surfaces, là où l'RBT n'est pas très bon pour caractériser la texture du charbon. Lorsque maintenant on les représente, cette capacité de stockage d'hydrogène en fonction de la surface en LDFT, vous voyez que là, le coefficient là, de détermination, elle est bien meilleur. Donc, comme on a déterminé cette surface en LDFT, on l'a déterminée à partir des isothermes d'absorption d'azote et de CO2. On aurait pu aussi le déterminer avec les isothermes d'absorption d'azote et hydrogène, comme on a publié. Donc ça va être publié. C'est dans les présentations de Pamela que vous aurez vu. Donc, ce qu'on a fait, c'est prendre 3 charbons de 1000, 2000 et 3000 mètres carrés d'RBT. Donc, ici, vous avez la distribution des tailles des pores, les volumes cumulés, la capacité de stockage d'hydrogène. Et lorsqu'on divise la capacité de stockage d'hydrogène par les volumes, on a une densité moyenne de l'hydrogène dans ces charbons-là en fonction de la pression. Donc, vous voyez que pour les charbons de 1000 m², là où les pores sont plus étroits, la densité elle est supérieure à la densité de l'hydrogène dans les charbons à 3000 m², mais dans tous les cas, la densité de l'hydrogène absorbé elle est supérieure à l'hydrogène en bulk. Donc, ce qu'on a pensé, c'est on va prendre plusieurs charbons, on a pris 17 et on a dit la capacité de stockage d'hydrogène, ça va être une fonction polynomiale. Donc, on va mettre 4 termes. Chacun, ça va être les volumes d'hydrogène stockés dans chaque volume de pores. Donc, inférieur à un diamètre de pores de 0,6 nanomètres. Ça veut dire 2 monocouches d'hydrogène. Entre 0,6 et 0,9 pour avoir 3 monocouches d'hydrogène, entre 0,9 et 2 pour compléter les micropores et supérieur à 2 pour les mésopores. C'est comme ça qu'on a fité 17 carbones à des pressions entre 1 bar et 70 bars. Vous voyez que la capacité d'hydrogène expérimentale et prédite, elle est assez bonne. Un coefficient de détermination de 0,98. Et maintenant, lorsqu'on représente la variation de ces coefficients de densité dans les polynômes en fonction de la pression, vous voyez que pour remplir des pores d'un diamètre inférieur à 0,6 nanomètres, avec une pression de 7 bars, c'est suffisant. Pour remplir des pores jusqu'à 0,9 nanomètres, ici, on a besoin de 15 bars. Entre 0,9 et 2, 24 bars. Et si on veut remplir des pores supérieurs à 2 nanomètres, il arrive à un point qui est mieux de ne pas mettre de charbon, tout simplement comprimé.
Donc, les charbons idéaux, ça serait les charbons qui ont une distribution unimodale centrée à 0,6 nanomètres. Donc, malheureusement, ça, on ne sait pas encore faire. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, à partir de ces polynômes qu'on avait obtenus, on a caractérisé 4 charbons commerciaux et on a déterminé les volumes de chaque fraction de pore. On a mesuré la capacité de stockage d'hydrogène. Vous voyez qu'on peut prédire presque parfaitement la capacité maximale de ce charbon-là. Donc, une caractérisation adéquate de la surface, c'est absolument nécessaire. Et l'RVT, elle n'est pas suffisante. Donc, je passerai maintenant à la compression. Donc, dans la thèse de Giuseppe Stanghi, ce qu'on a fait, c'est un compresseur hybride électrochimique à basse pression et absorption-désorption entraînée par la température à haute pression. Donc, on monte de 5 à 40 bars et par absorption-désorption dans un volume défini, on va aller de 40 à 700 bars. Donc, les avantages des compresseurs non mécaniques par rapport à ceux qui sont mécaniques, vous le savez dans cet article, fondamentalement, c'est le risque de fuite, la présence de graisse, la fragilisation des parties mobiles. Donc, on a fait pour 2 charbons à haute surface des isothermes entre 77 Kelvin et 273 Kelvin grâce à un équipement qui nous a été donné par la société Micromeritics et on les a fités avec l'équation modifiée de Dubinin-Ostakov. Vous voyez que le fitting, il est assez bon et dans la thèse de Pamela Ramirez-Vidal que vous avez vu la présentation, elle a réussi à trouver une corrélation entre les paramètres de l'équation modifiée de Dubinin-Ostakov et les paramètres texturaux. Je reviens à la compression. Donc, voilà ici notre prototype, un prototype avec un volume de 0,5 litres où on a pu introduire 135 grammes d'un charbon haute surface, MSC30. Ici, vous pouvez voir les détails et plus de détails dans l'article de carbone de cette année. Donc, fondamentalement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, vous savez la température, l'hydrogène absorbé, la pression, les flux d'hydrogène et celui qui entre. Donc, premièrement, on part de l'hydrogène absorbé, on chauffe, la température augmente et donc l'hydrogène absorbé diminue et donc, comme c'est dans un volume défini, la pression, elle augmente. Donc, on va voir un flux d'hydrogène à 700 bars. Et lorsque tout l'hydrogène il est désorbé, on commence un nouveau cycle où on va réduire la température, mettre de l'hydrogène à 40 bars, ça va s'absorber, la pression elle est à 40 bars. Et maintenant, lorsqu'on chauffe, on commence un nouveau cycle de désorption avec la production de l'hydrogène à 700 bars. Ici, vous avez un petit vidéo de l'étape d'absorption et de l'étape de désorption. Donc, tout simplement, sortir notre compresseur à la température ambiante. Donc, on a modélisé les processus. Donc, les points, c'est l'expérience. La ligne continue, c'est l'expérimental. Il a fallu monter à une température de 315 Kelvin pour produire de l'hydrogène à 700 bars, mais on a produit de l'hydrogène à 700 bars. On a modélisé les échanges thermiques. Donc, ici, dans les points, vous avez la température. La ligne, c'est la modélisation. Il faut dire que ça nous a pris presque 1 heure pour chauffer le réservoir de 77 à 298 Kelvin, parce qu'on a utilisé un ventilateur, que le fitting n'est pas très bon parce qu'on a utilisé des paramètres constants. Maintenant, on est en train de l'améliorer. On a mis un élément de chauffe. On est en train de voir avec des différentes puissances
tenir compte de la variation de ces paramètres avec la température. Donc, je terminerai avec les principales conclusions de ce travail. Donc, la capacité maximale de stockage d'hydrogène dans les matériaux carbonés est de 6,6% en poids. Des matériaux carbonés idéaux, ça serait des matériaux avec une distribution de pores centrés à 0,6 nanomètres. Comme il n'est pas possible, on va avoir des pores plus grands et ces pores plus grands qui vont compter pour presque 50% de la capacité. Pour prédire les capacités de stockage en matériaux carbonés, il faut bien les caractériser. Donc, l'RBT n'est pas suffisante. Et on a montré comme on a pu comprimer de l'hydrogène jusqu'à 700 bars. Donc, merci à tous. Vous avez vu les personnes qui ont participé à ce travail. Ici, vous savez les permanents, les étudiants et chercheurs. Et merci aussi aux financeurs sans lesquels il ne serait pas possible d'avoir fait tout ce travail. Merci beaucoup. Merci Vanessa. Ouais, je vais laisser la parole à Renaud. Vas-y. Ouais. Alors, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on va regarder un petit peu les questions. Alors, est-ce que certaines personnes veulent s'exprimer directement, là, en fait, oralement? Je lis les questions sur le chat. Renaud, tu peux peut-être remettre ta vidéo éventuellement. Ouais. En fait, c'est l'animateur qui l'a arrêté, là, et je la contrôle. Ah. Alors, a priori, on te laisse poser les questions, comme ça tu peux choisir dans quel ordre tu veux les mettre. Ok, d'accord. Alors, bon, plus pertinent. Est-ce que parmi nous, alors je répète en fait, est-ce que parmi vous, que ce soit un peu plus actif là, en fait, est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer oralement, là, qu'il y a une question orale, ou je lis ce qu'il y a? Non, bon. Ouais, allez, je peux poser si c'est possible. Ouais. Désolé, j'écrivais une question en fait au moment où il y avait du nickel en fait dans les poreux là, et je me demandais c'est quoi, Vanessa, c'est physique sorbet ou chimie sorbet en fait sur le nickel. Tu as une grosse différence au niveau de l'absorption là. Donc là, dans ces cas-là, bon, l'objectif, c'était effectivement qu'il y ait de l'absorption un peu polarisée pour augmenter un peu l'affinité du solide par l'hydrogène. On n'avait pas de chaleur d'absorption suffisamment élevée pour que ça soit considéré de la chimisorption. Ça continue à être encore de l'absorption polarisée. Si tu as vu, bon, je ne l'ai pas mis, mais les chaleurs d'absorption, ils ne sont pas beaucoup plus importants et la désorption, elle est totalement réversible. Donc, je dirais plutôt que c'est de l'absorption polarisée. Ok, donc c'est physique sorbet. Hein. Oui. Ok, merci. Et il y a une question de Halima là, qui posait la question: pourquoi avoir choisi le nickel pour doper votre charbon? Pourquoi le nickel? Il est très utilisé dans les catalyseurs. Ça fonctionne bien avec l'hydrogène. Par exemple, c'est des particules de nickel sur des catalyseurs s'utilisent pour, par exemple, les vaporeformage. Donc, c'était assez facile et c'était surtout aussi, c'était pêcheur. Donc, c'est sûr, on a fait d'autres travaux avec les platines et les palladium, mais bon, l'intérêt, c'était aussi de chercher des métaux courants, pas chers. Ok. Et alors, une question concernant le carbone idéal, le charbon idéal de 0,6 nanomètres de diamètre. Hein. En fait, est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes de diffusion en fait, Peut-être très bien. Ici, lorsqu'on mesure, on le fait à l'équilibre et on travaille toujours avec des poudres.
Donc, c'est sûr que pareil, lorsqu'on a fait les prototypes, on a travaillé avec des poudres. Disons que oui, mais bon, l'hydrogène aussi, c'est un tout petit gaz et ça diffuse facilement. Donc, après, il faudrait voir. Je dirais que plutôt lorsqu'on va construire un grand lit rempli d'hydrogène, ça va être plutôt des problèmes de perte de charge aussi, hein, plutôt que de diffusion dans les pores. Les équilibres avec l'hydrogène, on arrive à les savoir assez rapidement. Ça veut dire concrètement qu'il faudrait prévoir des compartiments en fait, à l'intérieur du réservoir? En fait, dans ce réservoir que j'ai présenté, il y a pas mal de choses à optimiser. Ouais. Évidemment, il faudrait prévoir déjà pas de la poudre peut-être, mais quelque chose plus de pellets. Malgré ça, des pellets peut-être de différentes tailles pour qu'il y ait une bonne compartation du matériau. Après, il faudrait aussi trouver des éléments qu'on puisse mettre dans les lits pour augmenter la conductivité. Parce qu'ici, on a laissé les matériaux jusqu'à ce qu'on a atteint l'équilibre. Mais il ne faut pas oublier que les échanges thermiques, absorption, désorption sont très importants. Donc, il y a pas mal de choses à optimiser. C'était une preuve de concept. On continue à travailler. Il y a une question qui est un peu reliée à celle-là, c'est le 0,6 nanomètre. En fait, pourquoi le 0,6 nanomètre? Est-ce que ça veut dire que tout l'hydrogène couvre l'ensemble du matériau, les pores? Voilà, le 0,6 nanomètres, ça venait que la taille de la molécule d'hydrogène, ça fait 0,3 nanomètres. D'accord. Donc, 0,3 plus 0,3, ça fait 2 monocouches d'hydrogène dans les pores. Disons que la classification des ultra-micropores, ça vient de l'azote, que l'azote, la taille, c'est 0,35 nanomètres. Donc, 0,35, 0,35, 0,7. Nous, on a préféré de mettre 0,6 parce que ça faisait juste 2 monocouches. 0,6 et après de 0,6 à 0,9 pour avoir 3 monocouches. Une question aussi sur la compression par rapport à la compression mécanique classique. Quel est le coût énergétique du refroidissement à 70 K? Oui, certainement, ça sera un verrou à lever. On avait fait des calculs de la quantité d'azote liquide qu'il fallait pour refroidir ça. C'était assez énorme. Donc, évidemment, les coûts énergétiques, c'est une chose à optimiser. C'est une chose à optimiser, mais bon, on a eu des contacts avec des entreprises, ils avaient décidé pour coupler des procédés et pouvoir améliorer ce bilan énergétique, que sans doute est un verrou dans tout ça. Mais bon, il y a d'autres. Disons que voilà, mettre de l'hydrogène dans la voiture, ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas pour demain. Il y a plusieurs choses. Une chose, c'est la compression, l'autre, c'est le stockage. Donc, ça ne va pas être ni facile, ni bon marché, on va dire. Une question un petit peu, quand vous présentez les courbes d'absorption-désorption, a priori, le carbone activé doit pouvoir être désorbé à haute pression. Et en fait, Laurent Duclos a remarqué qu'il y avait un plateau d'absorption. En fait, il se pose la question comment désorber dans ce cas. Donc, en fait, la désorption, c'est fait pour simple diminution de la pression. Dès qu'on ouvre, ça descend rapidement. L'hydrogène se désorbe rapidement et non, c'est pas une difficulté. Il faut diminuer il faut ouvrir le réservoir et l'hydrogène se désorbe rapidement, non? Bien. Une dernière question là concernant
la diapo départ, vous avez dit qu'il y a 120 litres d'hydrogène comprimé pour 500 km environ. Et ça correspond à quel volume de carbone pour eux? Donc, effectivement, c'est pour ça que ma petite voiture, elle avait une roulotte derrière. Moi, le stockage de l'hydrogène dans les charbonnatifs, je ne les vois pas pour les mettre dans une voiture. Ouais. Ça pourrait être pour le stockage dans des stations décentralisées, mais pas dans une voiture. Et il ne faut pas oublier que ça va dépendre effectivement de la compactation et aussi des précurseurs à partir desquels on fait les charbonnatifs. Normalement, et les gens, quand ils rapportent les capacités de stockage d'hydrogène, ils les rapportent par masse, par gramme. Ils devraient les rapporter par volume, mais par volume de lit. C'est-à-dire quantité d'hydrogène par mètre cube de réservoir. Et là, peut-être les choses changeraient. Parce que, on va dire, je peux faire un charbon à partir des pailles de riz, mais si je souffle, ça part, ça vole. Donc, la densité, elle est rien. Donc, normalement, mais ça n'arrive pas que seulement avec les charbonnatifs, aussi avec les MOF. Lorsqu'on donne la capacité de stockage, on la donne toujours par gramme. Et ça, on ne devrait pas faire comme ça. On devrait mesurer la densité tassée et donner la capacité par centimètre cube de matériaux. Moi, j'ai une question personnelle là, sur l'origine du carbone. Là, tout à l'heure, vous avez parlé du riz, là, et vous l'avez comparé au sucre. Et je n'ai pas bien compris, en fait, vous compariez, en fait, il y avait une présence de silice. Et c'était Oui. j'ai compris que s'il y avait de la silice, c'était moins bon, finalement. Non, bon. Peut-être que je me suis mal expliqué. Donc, j'ai comparé effectivement deux charbons qui avaient été faits dans mon laboratoire. Dans le sucre, il n'y a pas de cendres. Donc, on avait seulement, après activation, le carbone. D'accord. Dans la silice, dans la paille de riz ou dans l'écorce de riz, on a dans la biomasse à peu près 15% de cendres dans la biomasse. Donc, après activation, et les même cendres, si le charbon... Pardon? Excusez-moi, les cendres, c'est quoi? C'est SiO2, c'est ça? Oui. C'est SiO2, d'accord. Oui, donc après, une fois, même si on l'a lavé, il y a un peu de silice qui reste. Donc, cette silice, elle n'est pas mauvaise, au contraire. Donc, on a eu des charbons qui avaient même 2600 mètres carrés, donc la surface maximale, et la silice, elle était très bien dispersée, ce qui n'était pas le cas dans les charbons qu'on a dopés au nickel. Donc, on avait une silice très bien dispersée, donc une surface très importante, mais cette silice très bien dispersée favorisait l'absorption de l'hydrogène. Donc, on avait des chaleurs d'absorption supérieures aux chaleurs d'absorption qu'on avait avec les charbons à partir des sucres. OK. Et une question d'Alfonso aussi, là, que j'ai... Et juste, excusez-moi, on va prendre juste la dernière question parce qu'il va falloir qu'on enchaîne. C'est la dernière, hein, c'est la dernière. Allons-y. C'était pour les spécialistes des nanotubes de carbone, en fait. Finalement, moi, je ne suis pas le spécialiste. Bon. Et qu'est-ce qui, sur le plan expérimental, les nanotubes par rapport finalement au charbon, enfin au carbone, au charbon actif, c'est mieux, c'est moins bien. Qu'est-ce qui bloque en fait pour les nanotubes, l'utilisation des nanotubes dans cette application? Il ne bloque rien. Je veux dire, j'ai montré là l'article de review qu'on a fait. Si on arrive à avoir la surface maximale, on va avoir exactement la même capacité de stockage qu'avec un charbon actif. Ce qui a soulevé beaucoup d'espoir, c'est un travail qui a été publié où on avançait des capacités de stockage énormes et que finalement, on a vu que c'était des erreurs expérimentales. On peut stocker de l'hydrogène dans les nanotubes. Après, il faut trouver l'avantage. Pour moi, je pense que c'est plus facile et peut-être moins cher de produire un charbon actif qu'on peut le produire à partir de n'importe quelle biomasse que faire des nanotubes. D'accord?
Donc, il n'y a pas de problème, mais on ne trouvera pas de capacités majeures. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je redonne la parole à Colin. Oui, merci. Et, voilà. Merci beaucoup pour cette discussion très intéressante.